La chasse fantastique, ou la chasse sauvage, est un très vieux mythe européen, faisant référence à toute une horde d'êtres surnaturels, qui chevauchent des montures à l'aspect terrifiant. Cette horde est souvent accompagnée d'une meute de chiens de chasse, à l'allure plutôt fantomatique. La chasse est soit aérienne, soit terrestre, mais dans les deux cas, le groupe d'individus semble condamné à chasser un gibier spectral pour l'éternité. Mais la chasse qui nous intéresse aujourd'hui appartient à la deuxième catégorie et sévirait dans la forêt de Windsor, dans le Berkshire, en Angleterre. En effet, cette dernière serait le théâtre d'une de ces fameuses chasses, avec à sa tête un personnage bien mystérieux, Ern le chasseur. L'esprit serait particulièrement actif à l'approche de Halloween, mais aussi en hiver, autour du solstice, vers minuit. Il effraierait le bétail, il secouerait ses chênes, agiterait arbres et autres végétations de la forêt, et surtout malheur à ceux qui en feraient la rencontre, car Ern le chasseur pourrait les poursuivre sans pitié, inlassablement. Le spectre peut même annoncer parfois des catastrophes pour l'Angleterre. Dans tous les cas, Ern le chasseur paraît être un présage plutôt néfaste et plutôt menaçant. Donc le fantôme a tout l'air d'être terrifiant. Mais qu'était-il avant? Et qui est l'homme derrière ce spectre si effrayant? D'après le folklore et aussi d'après Shakespeare, qui traite de cette légende dans sa pièce Les Joyeuses Commères de Windsor, Ern est à la base un forestier et chasseur du roi Richard II. Alors il évolue dans un contexte un petit peu particulier, car malgré la présence chrétienne en Angleterre à ce moment-là, les traditions païennes sont encore très ancrées. Et Ern est un saxon, qui appartient à un peuple encore païen, qui, je le répète, adore encore ses dieux, donc son panthéon polythéiste. Donc je dis cela car c'est un détail important pour la suite de l'histoire. Donc Ern, qui est chasseur du roi Richard II, sauve la vie de son roi lors d'une chasse, car un cerf blanc s'apprêtait à attaquer le monarque. Ern meurt en héros, mais renaît grâce à une sorcière qui lui redonne vie en mettant sur sa tête des bois de cerf. Plus tard, Ern perdra malheureusement la faveur du roi et se pendra à un chêne. Ern meurt donc une deuxième fois, mais cette fois coiffé de bois de cerf. Autre détail très important pour la suite. Effectivement, Ern était un chasseur, employé et estimé par le roi Richard II. Et des hommes jaloux de son statut social et enviable auraient proféré de fausses accusations sur lui, l'accusant de braconnage sur les terres du roi. Ern, qui perd par conséquent son statut assez enviable, confortable, est mis au banc de la société et, désespéré, se pendra à un chêne. Depuis, Ern reviendrait sous une forme spectrale, accompagné de ses chiens blancs aux yeux et aux oreilles rouges, en chevauchant un cheval blanc aux yeux et aux oreilles rouges également. Il semblerait que l'esprit de Ern soit condamné à revenir hanter les lieux de sa tragédie, c'est-à-dire autour du chêne auquel il se serait pendu. Chêne qui aujourd'hui d'ailleurs porte le nom du chasseur. Donc ce chêne s'appelle Ern. Les témoignages en tout cas convergent vers une même description. Voilà, Ern est décrit comme gigantesque, la peau sombre, les muscles saillants et coiffés, je le répète, de bois de cerf. Ainsi, il existe plusieurs témoignages quant à la rencontre avec Ern le chasseur. En voici quelques-uns. Au XVIe siècle, Henri VIII, avec son fils le duc de Richmond et le comte de Surrey,
aurait vu la chasse sauvage menée par un homme bien mystérieux, coiffé de bois de cerf. Au XIXe siècle, donc bien plus tard, en 1856 précisément, deux garçons, William Fenwick et William Butterworth, je suis désolée pour ma prononciation, se promenaient près du château de Windsor lorsqu'un homme en calèche leur proposa une promenade qu'ils acceptèrent. Après être montés, ils se réveillèrent près du pont Victoria, de l'autre côté du parc, sans se souvenir de comment ils étaient arrivés là. Des années plus tard, Fenwick, donc un des deux garçons, reconnaîtra dans un musée sur un dessin intitulé Le masque de Herne, l'homme de la calèche. Un siècle plus tard, dans les années 60, trois jeunes hommes se promenaient dans le parc de Windsor. Le groupe se composait de garçons de la campagne, des environs de Windsor, et le troisième était ce qu'on appelle un teddy boy de Londres. Donc un teddy boy de Londres était un garçon, voilà, à l'allure plutôt désinvolte, un style peu conventionnel, fan de rock'n'roll, et voilà, à l'allure un petit peu rebelle, faut le dire. Et donc ils trouvèrent un corps de chasse, le londonien souffla dedans malgré les protestations des deux autres, et un bruit terrible arriva, comme une tempête qui approchait, mais avec également des aboiements. Terrifiés, les jeunes gens coururent se réfugier dans l'église, mais le teddy boy mourut subitement avant d'avoir pu en franchir le seuil, comme transpercé par une flèche invisible. Alors, personnellement, je trouve ce témoignage un petit peu tiré par les cheveux, et je me demande dans quelle mesure ce serait pas un moyen de se moquer un petit peu des gens de la ville. Mais bon, simple appréciation personnelle qui n'appartient qu'à moi. Enfin, en 1976, un garde du château de Windsor aurait vu une nuit la statue cornue prendre vie et marcher dans la forêt. Alors, quoi qu'il en soit, je répète que tous les témoins parlent malgré tout d'un homme coiffé de bois de cerf, ce qui n'est pas sans rappeler un certain paganisme avec le dieu Cernunnos, le dieu cornu et protecteur des animaux. Herne était un saxon, mais malgré la présence du christianisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble que son peuple, les Saxons, ait continué d'adorer leur divinité. Et avant eux, sur ces mêmes terres, les Celtes ont adoré les leurs, entre autres Cernunnos, divinité celtique de la nature. Par conséquent, Herne le chasseur est à la croisée de trois dimensions spirituelles, la mythologie germanique, la mythologie celtique et la dimension féerique. Alors, la dimension féerique peut être rattachée aux deux mythologies que j'ai citées, car ces deux mythologies, germanique et celtique, stipulent la présence d'un autre monde, celui des esprits, dont Herne semble provenir. Ainsi, le fantôme incarne en quelque sorte un syncrétisme à lui tout seul. Alors est-il vraiment un simple spectre? Ou bien serait-il de nature divine? Peut-être un peu des deux. L'homme était, de son vivant, je le rappelle, forestier, en plus d'être chasseur, ce qui fait de lui un gardien de la forêt, le rapprochant par sa fonction au fameux dieu celtique. Tandis que la chasse sauvage que mène Herne évoque plutôt la mythologie germanique, ou nordique, plus généralement, car le meneur est souvent assimilé à la figure du dieu Odin. Dans la mythologie scandinave, en tout cas, c'est Odin. Et chez les germaniques, c'est Wotan, mais il s'agit de la même divinité. Cependant, cette hypothèse a soulevé quelques doutes que je traiterai plus tard dans une autre vidéo consacrée aux chasses fantastiques. Ainsi, il semblerait que cette vieille légende permettrait à un certain paganisme de survivre, envers et contre tous. Le monothéisme, comme le rationalisme, semblent impuissants face à cette chasse sauvage qui traverse les âges. Enfin, je terminerai avec cet extrait de la pièce de Shakespeare, Les joyeuses commères de Windsor. C'est ainsi en tout cas que le barde s'exprime, et il raconte. Je songe à une vieille histoire que mon aïeul contait autrefois. Herne, le veneur, disait-elle,
garda de son vivant la forêt de Windsor, et maintenant son fantôme revint toutes les nuits vers l'heure de minuit. On l'aperçoit armé de cornes, se promenant autour d'un chêne qui porte son nom, et dans sa ronde, il flétrit l'arbre, ensorcelle le bétail, change le pur lait des vaches en un sang noir, et secoue des chênes avec un bruit effroyable. Acte 4, scène 4. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et vous dis à très bientôt